Section 10.7, on va s'intéresser aux collisions frontales élastiques. Donc, collision frontale élastique, ça veut dire lorsque deux objets, frontales, ça veut dire qu'ils arrivent une en face de l'autre, puis ils repartent dans la même ligne. Donc, il n'y aura pas de déviation dans la deuxième dimension. Autrement dit, on va avoir des collisions en une dimension. Et élastique, ça veut dire que la force de l'impact entre les deux balles va être élastique. Donc, souvent, on a des collisions qui ne sont pas parfaitement élastiques, mais qui le sont presque. Par exemple, quand on a deux balles de billard qui se frappent, c'est pas tout à fait une collision élastique, il y a toujours un petit peu d'énergie perdue, mais ça l'est presque. C'est-à-dire que les surfaces, quand les deux balles se frappent, les surfaces vont se déformer comme un ressort, puis ensuite ils vont revenir à leur position initiale en restituant l'énergie potentielle. Donc ça va être quasi élastique. Alors on peut dire que dans beaucoup de cas, les équations qu'on va voir, ben, ça va être des approximations pour des collisions qui sont quasi élastiques. Alors on commence par le cas le plus simple, qui est la cible immobile. Donc ici on a deux objets. L'objet numéro 2 est immobile et l'objet numéro 1 se dirige vers lui avec une certaine vitesse quelconque. On va l'appeler V1i. Maintenant, ce qu'on veut savoir, la question qu'on se pose, c'est quelles vont être les vitesses des deux balles après la collision. Donc la vitesse de 1, qui va être un rebond, et la vitesse de la balle 2. Ensuite, la vitesse de la balle 2, une chose est certaine, c'est qu'elle va être vers la droite. Donc c'est sûr qu'elle ne peut pas s'en aller vers la gauche après la collision. Pour la balle 1 ou l'objet 1, elle pourrait rebondir vers la gauche, mais dépendamment des situations, elle pourrait aussi continuer vers la droite. Alors quels sont les principes qu'on applique? C'est une collision brève, isolée, donc la quantité de mouvement totale est conservée. Donc on peut écrire PI égale PF, puis ensuite on met ce qu'on a là-dedans. Alors au début initial, on n'a que l'objet 1 qui est en mouvement, donc on a masse fois vitesse. Vous voyez la vitesse, j'appelle ça V1IX, donc la vitesse de la balle 1, initiale en X. Bien sûr, ici, on pourrait quasi laisser tomber les indices X, puisque c'est une collision frontale, on n'aura pas de composante en Y. Donc, en fait, on pourrait bien laisser tomber les composantes en X. Initiale, c'est la seule qu'on a, puisque la balle 2 est immobile. Après la collision, on va avoir M1 avec une vitesse finale et M2 avec une vitesse finale. Vous remarquez qu'on met des signes plus ici. Si un signe moins, il sera contenu dans la vitesse. Donc, si la balle 1, par exemple, rebondit vers la gauche, ben, sa vitesse sera négative. Donc, ça, c'est notre équation de conservation de la quantité de mouvement. Alors, en général, qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur connue? Ça va être les deux masses, puis la vitesse initiale de l'objet 1. Donc, ici, il va nous rester deux inconnus, les vitesses finales des deux balles. Donc, deux inconnus, mais une seule équation, donc ça ne sera pas suffisant. Par contre, comme c'est une collision élastique, il y a une autre conservation qu'on peut invoquer, c'est la conservation de l'énergie cinétique. Parce que l'énergie cinétique, durant la collision, va se transformer en énergie potentielle quand les objets vont se déformer, par exemple, mais après la collision, l'énergie potentielle est restituée, donc l'énergie cinétique revient à sa valeur initiale. Donc on a ça, et puis ensuite on fait la même chose, on met les valeurs dedans, donc une demi-mv carré pour l'énergie cinétique. Donc c'est les mêmes choses qu'on a ici, sauf que la vitesse est au carré. Donc on a ça pour les trois, puis on a aussi un facteur 1,5. Remarquez que le facteur 1,5, dans ce cas-ci, il n'y a pas tellement d'importance parce qu'il y en a un partout, donc il va s'annuler en réalité. Donc on peut l'enlever partout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme inconnu? Les vitesses finales des deux objets. Alors, on les retrouve ici et on les retrouve là, mais on n'a pas de problème mathématiquement puisqu'on a deux équations avec deux inconnus. Donc, il s'agit de... Alors, ce qu'on peut faire, c'est isoler V1Fx, par exemple, dans cette équation-là, la remplacer dans l'autre, puis ensuite, donc s'arranger pour avoir puis un V2Fx comme inconnu et l'isoler. C'est simple en principe, c'est juste un petit peu fastidieux. Ça prend genre une page de démo là, pour faire ça. Alors je vais vous épargner la démo parce que bon, c'est juste un petit peu d'algèbre. Je vous donne ici le résultat. Donc lorsqu'on isole les deux vitesses, ça va donner ceci. D'ailleurs, ces formules-là, les deux formules, vous les avez sur la feuille de formule. Donc, vous n'avez pas besoin de les redémontrer. Tout ce qu'il s'agit de se rappeler, c'est qu'il découle ces deux formules-là des deux principes de conservation qu'on a vus et ils sont applicables dans le cas des collisions
frontale élastique où une cible est immobile. Donc, on a la vitesse finale de l'objet 1, de l'objet 2. En fonction de quoi? De l'autre côté, on doit connaître les masses et on doit connaître la vitesse de l'objet 1 initial. Alors ici, on a un petit dispositif qui va nous permettre de faire des démonstrations de collision. C'est deux chariots qui peuvent glisser sur le rail avec pas trop de friction. Mettons, c'est des petits trous, presque pas de friction. On a deux capteurs à chaque extrémité qui vont mesurer tout à l'heure la vitesse des chariots. Et puis, pour qu'on ait une collision élastique, alors regardez qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez ici, on a une répulsion magnétique. En fait, donc chacun il y a un aimant avec des pôles opposés. Donc, en faisant ma collision comme ça, les aimants se repoussent, ce qui fait qu'il n'y a pas de contact. Donc, il n'y a pas de choc qui ferait qu'il y aurait une perte d'énergie. Donc, ça va être une collision élastique. Alors, première démonstration que je voulais faire, les deux chariots ont une masse identique. Donc, celui-là, je le laisse au repos, puis je vais envoyer l'autre dessus. Alors, vous remarquez que celui-là s'est arrêté, puis lui est reparti avec la même vitesse que celui-là. Évidemment, on ne l'a pas mesuré, mais on peut voir à l'œil que ça ressemble à peu près à ça. Donc, je le refais une autre fois. Alors, celui-là s'arrête, puis l'autre repart avec sa vitesse. Dans le fond, ils ont échangé leur vitesse. Pour bien comprendre la démonstration qu'on vient de voir, faisons le lien avec les équations. Donc, ici, on a des masses identiques. Fait que si on regarde la première équation avec des masses identiques, M1 moins M2, ça va donner 0. Donc, on va avoir 0 pour V1Fx. C'est bien ce qu'on a vu dans la démo. Le premier chariot, une fois qu'il a frappé le deuxième, il va s'arrêter. Donc, c'est 0. Pour l'autre, on a 2M1 sur M1 plus M2. Mais comme les masses sont identiques, M1 plus M2, c'est 2M1. Alors, 2M1 sur 2M1, ça donne 1. Et donc, on a V2F égale V1I. Donc, le deuxième chariot a la vitesse qu'avait le premier avant la collision. Deuxième démonstration, cette fois-ci, je vais mettre des masses dans le chariot qui est là, qu'on va laisser au repos, puis je vais envoyer lui dessus. Celui-là, on va l'enregistrer. Donc, je vais partir l'enregistrement. Voilà. Alors, j'ai repris ici à l'écran l'enregistrement qu'on vient de voir. Le premier graphique en haut représente le chariot qui était immobile. Donc, vous voyez qu'à part un petit mouvement au début, qui est dû à je ne sais pas quoi, le chariot était vraiment immobile, donc sa vitesse était nulle. C'est un graphique de vitesse en fonction du temps qu'on a ici. Donc, la vitesse est nulle. Puis ici, il y a la collision. Ensuite, on a une vitesse qui est négative. Ici, négatif, ça veut juste dire que le chariot s'approche du détecteur qui était à l'autre bout. Donc, il y a une vitesse effectivement négative. On peut la noter ici, c'est moins 0,2. Quand on regarde ici, là, juste après la collision, ça vient à moins 0,2. Vous remarquez que tout de suite après, là, ça se met à ralentir. Donc, ici, ceci, c'est quand je l'ai pris dans mes mains, quand je suis arrivé ici. Mais de là à là, il y a un ralentissement. Ce ralentissement-là, il est dû à la friction. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, les équations qu'on vient de voir, ça va être toujours juste avant puis juste après la collision, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de force autre que la force d'impact. Il ne faut pas qu'il y ait de force extérieure comme la friction. Donc, nous, on va s'intéresser à juste avant puis juste après la collision. Donc, vitesse 0,2. Ensuite, le graphique d'en bas, c'est l'autre chariot. Alors ici, il était immobile au début parce que je ne l'avais pas encore poussé. Là, ici, sa vitesse augmente parce que là, je lui donne sa poussée. Ici, il a une vitesse d'à peu près constante. Donc, vous voyez, ça varie un petit peu, mais c'est à peu près constant. Si on va voir juste avant la collision, le dernier point qui est ici, celui-là, il est déjà un peu baissé. Donc, la collision a probablement déjà commencé un peu. Donc, le dernier point, il est parfaitement sur la ligne ici. Là. Il est à 0,4 mètres par seconde. Donc, c'est ça la vitesse qu'on va retenir. Ça va être notre vitesse initiale pour le chariot numéro 1. Et après la collision, alors on s'en vient ici, il est à peu près sur la ligne, encore une fois, et c'est moins 0,2. Donc, en fait, c'est une vitesse identique à l'autre. Le signe moins, encore une fois, ça veut dire qu'il a rebondi puis qu'il revient vers son détecteur. Donc, il revient en direction opposée. Puis ensuite, lui aussi, on voit qu'il ralentit. Alors, vous le voyez encore une fois ici, c'est la friction, donc après la collision. Il y a plus de friction après la collision qu'avant. Vous remarquez qu'ici, la vitesse était relativement constante. La raison de ça, c'est que souvent que durant la collision va provoquer une espèce de mouvement un peu de côté, ce qui fait que les roues
qui sont dans des espèces de rails, ils vont bouger de côté et c'est ça qui va faire un petit peu plus de friction après la collision. Mais retenons donc, on va faire les calculs avec ça. Vitesse initiale 0,4 pour le premier chariot, puis ensuite les deux sont identiques à 0,2 après la collision. Alors, on va faire nos calculs ici. Je vais juste mettre les données des masses. Donc, le chariot vide, le premier chariot, donc, a une masse de 500 grammes. Puis, l'autre chariot, c'est en fait un chariot identique, mais j'avais ajouté dedans 1000 grammes. Donc, on a 1500 grammes pour celui-là. Ce qu'il faut toujours se rappeler avec les équations qui sont là, c'est que le chariot 1, c'est celui qui est en mouvement au début, puis le chariot 2, c'est celui qui est au repos. Donc, c'est bien lui dans notre cas. Ensuite, nous, il s'agit d'appliquer les équations qui sont là. Donc, V1F égale, alors on va avoir M1 moins M2 sur M1 plus M2. On peut même les laisser en grammes si on veut, puisqu'on a un rapport de masse. Donc, en fait, ça peut bien rester en grammes. Alors, on aura ici 500 moins 1500 sur la somme. Donc, ça sera 2000, la somme, fois la vitesse initiale. Alors, on avait dit que c'était 0,4. On va le mettre positif puisque le chariot se déplaçait vers la droite. Donc, positif. Alors, le calcul est simple. 500 moins 1500, ça donne moins 1000. Alors, moins 1000 sur 2000, c'est la moitié. Alors, ça va donner moins 0,2. Alors, la vitesse initiale finale, ça serait moins 0,2. Donc, le chariot 1 reviendrait vers la gauche à 0,2. C'est bien ce qu'on avait mesuré tantôt sur le graphique. Donc, ça marche assez bien pour ça. Pour l'autre, tiens, je vais le faire ici puisque l'équation est là. V2F. Alors, encore une fois, 2M1. Alors, ça sera 2 fois 500. La somme des deux, c'est toujours 2000. 1500 plus 500. Et 0,4 pour la vitesse initiale du premier. Alors 2 fois 500, ça fait 1000. 1000 sur 2000, la moitié. Donc ça donne encore 0,2 dans ce cas-ci. Bon, ça donne que c'est la même vitesse, là, moins 0,2 puis 0,2. C'est à cause du rapport des masses qu'on a. Dans le fond, on a une masse qui est le triple de la première. C'est à cause de ça que les deux équations nous donnent un facteur 1,5. Celui-là, il est positif. Ça veut dire que le chariot numéro 2 va s'en aller vers la droite. C'est sûr que nous, sur le graphique, on avait moins, mais ça, c'est simplement à cause du sens, là. Le détecteur prend par convention que quand le chariot va vers lui, c'est négatif. Alors, comme il était vers la droite, le détecteur, on a bien une vitesse positive. Et finalement, une dernière démonstration. Cette fois-ci, ça va être lui qui va être le chariot le plus lourd. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, vous voyez que qu'est-ce qui est arrivé? Le chariot lourd a continué son mouvement, mais ralenti. Puis le chariot plus léger est parti avec une vitesse qui était beaucoup plus grande que celui du chariot lourd au départ. Alors, on vient de voir comment résoudre des problèmes de collision frontale élastique lorsqu'il y a un des deux objets qui est immobile au début. Remarquez qu'ici, on a mis l'objet 1 qui se dirigeait vers la droite, mais il pourrait très bien se diriger vers la gauche. Évidemment, s'il se dirige vers la gauche avec l'objet 2 là, ben, il n'y aura pas de collision. Mais par contre, l'objet 1 pourrait bien se trouver ici et s'en aller vers la gauche. Les équations vont très bien marcher. Il s'agit de mettre V1i négatif à ce moment-là, mais les équations fonctionnent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si les deux objets sont en mouvement au départ? Alors, on aurait quelque chose comme ceci. Évidemment, j'ai mis les deux qui se déplacent vers la droite ici, mais s'il y en a un des deux qui se déplace vers la gauche, on lui mettra une vitesse négative, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, si on essaye de résoudre comme tout à l'heure, c'est-à-dire établir notre équation de conservation de la quantité de mouvement, notre équation de conservation d'énergie cinétique, puis d'essayer d'utiliser les deux pour arriver à résoudre, bien, mathématiquement, il s'avère que c'est pas mal compliqué. On trouve une équation de second degré, puis c'est vraiment difficile de résoudre. Donc, il y a un truc qu'on peut prendre par contre pour nous simplifier la vie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de référentiel. Alors, dans le fond, ici, on a notre système d'axe actuel qui est celui-là, x, y, et les balles se déplacent par rapport à nous, disons, notre système XY, avec ces vitesses-là. Par contre, on peut très bien imaginer un autre système de référence qu'on va appeler X', Y', qui serait lié à l'objet numéro 2, par exemple. Donc, ce système de référence-là, il est en mouvement vers la droite par rapport à nous, avec la même vitesse que l'objet numéro 2. Autrement dit, il suit l'objet numéro 2. Alors, dans ce système-là, l'objet numéro 2 sera donc au repos. Et
On va donc pouvoir appliquer les équations qu'on a vues tout à l'heure dans ce système-là, puisque dans ce système-là, l'objet 2 est au repos, donc on a une cible au repos. Donc c'est ça qu'on va faire, on va tout simplement changer de système. Et on a vu par le passé, je vous ai dit à plusieurs reprises, que n'importe quel système qui avance à vitesse constante, tant qu'il n'est pas accéléré, les lois de Newton s'appliquent, les lois de la physique s'appliquent. Donc en fait, ce système-là est aussi valable que le premier pour appliquer les lois de la physique. Alors, pour changer de vitesse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous vous rappelez de la formule de mouvement relatif qu'on utilisait au chapitre 4. On disait, si on veut la vitesse de l'objet P par rapport à l'objet A, eh bien, il s'agit d'additionner la vitesse de l'objet P par rapport à B et la vitesse de l'objet B par rapport à A. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Dans le fond, on voudrait la vitesse de l'objet 1 par rapport à l'objet numéro 2, parce que l'objet numéro 2, il est fixe dans notre nouveau système de référence. Donc, on voudrait être capable de calculer maintenant quelle va être la vitesse de l'objet 1 par rapport à lui, puisque dans ce système-là, il est immobile, donc c'est cette vitesse-là qu'il nous faut. Donc, on veut VPA, ça serait la vitesse de l'objet 1 par rapport à l'objet 2. Donc, P et A, c'est 1 et 2. Donc, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à la vitesse de l'objet 1 par rapport à B. B, qu'est-ce que c'est? C'est notre système XY qui est ici. Donc, VPB, autrement dit, c'est la vitesse qu'on a ici, plus VBA, donc la vitesse du système de référence qui est ici, par rapport à l'objet 2. Alors, la vitesse du système de référence par rapport à l'objet 2, c'est l'inverse de la vitesse de l'objet 2 par rapport au système de référence. Alors, l'équation qui est là devient ceci. V'1 va être égal à V1i, donc la vitesse de l'objet 1 par rapport au sol, vous voyez, PB, moins V2i. V2i, c'était quoi? C'était la vitesse de A, donc l'objet 2, par rapport au sol. Alors, on met un signe moins parce qu'on veut la vitesse du sol par rapport à l'objet 2. Donc, c'est ça notre formule de transformation de vitesse qui va nous donner V'1, donc la vitesse de l'objet 1, par rapport à ce système de référence-là. On peut faire la même transformation pour avoir la vitesse V' de 2, mais en fait, ça va bien donner 0. Donc, je l'ai mis ici, là, si on fait l'équation, ça donne V2i moins V2i en fait. Donc, ça nous donne 0, tout simplement. Et c'est bien ce qu'on cherchait, on voulait que l'objet 2 soit à l'équilibre dans ce système-là. Alors, une fois qu'on a trouvé nos vitesses dans le système prime, là, on a le droit d'appliquer les équations qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on peut trouver les deux vitesses finales avec ces équations-là. Alors ça va être valide dans le système prime. Et une fois qu'on a nos vitesses dans le système prime, eh bien, on refait la transformation inverse d'ici pour retourner dans notre premier système. Alors ici, si vous remarquez, pour avoir les vitesses primes, on a soustrait V2i. Vous voyez, moins V2i. Alors si on veut revenir aux vitesses dans le système de départ, eh bien, on prend nos vitesses primes, puis on ajoute cette fois-ci V2i. Et donc, là, on va avoir nos réponses finales dans le système original. Alors, vous voyez, ça paraît complexe, mais en fait, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On va faire un exemple immédiatement. Alors, l'exemple qu'on va prendre, ça va être l'exemple 10.10 que vous avez dans votre volume. C'est une collision sur un rail, donc une situation identique à ce qu'on a vu tout à l'heure. On dit au laboratoire, on lance un chariot de 340 grammes à une vitesse de 3 mètres par seconde vers la droite. Je vais peut-être les dessiner, tiens, pour que ce soit plus clair. Donc, on a un chariot ici. Je vais mettre sa masse dessus même, tiens, 340, qui se déplace vers la droite à 3 mètres par seconde. Ensuite, un deuxième chariot de 250 grammes qui a une vitesse de 5 mètres par seconde vers la gauche. Donc, on a notre deuxième chariot qui est ici, 250 grammes. Lui, il s'en va vers la gauche à 5 mètres par seconde. Les deux chariots se déplacent l'un vers l'autre, voilà, sur un coussin d'air pour que la force de frottement soit négligeable. Les deux chariots sont munis d'aimants, de telle sorte que la collision est élastique. Calcule la vitesse des deux chariots après la collision. Donc en fait, c'est un système comme on a vu tout à l'heure, sauf que maintenant, les deux chariots s'en vont l'un vers l'autre. Alors, on peut prendre n'importe quel comme le 1 puis le 2 dans ce cas-ci, puisqu'il n'y a aucun des deux qui est immobile de toute façon. Alors prenons celui-là comme notre objet 1. Celui-là, ça va être notre objet 2. Maintenant, première chose à faire, transformer nos vitesses. Donc, on va avoir quelles sont, dans le fond, on veut avoir la vitesse de 1 par rapport à 2.
Alors, on va dire vitesse de 1 initiale prime, c'est ça qu'on veut. Alors, c'est égal à la vitesse de 1 initiale moins, qu'on disait tantôt, la vitesse de 2 initiale. Alors, ça veut dire quoi ici? On avait 3 pour la vitesse de 1, moins, et le 2, il s'en va vers la gauche, donc ça va être moins 5. Alors, 3 moins moins 5, ça fait plus, donc 8. Alors, ça veut dire que le chariot numéro 1 s'en va par rapport au chariot numéro 2 à 8 mètres par seconde vers la droite. Vous voyez, c'est logique. Imaginez que vous êtes le chariot 2. Vous vous en allez comme ça à 5, l'autre s'en va à 3. Quelle est la vitesse du chariot 1 par rapport à vous? Ben, c'est la somme dans ce cas-là, puisqu'ils s'en vont un vers l'autre. Ça va être 8 mètres par seconde. Alors maintenant, V2 I', ça va donc être 0. La vitesse de 2 par rapport à lui-même, dans le fond, c'est 0. Alors voilà notre vitesse initiale. Maintenant, je viens de faire apparaître ici la première formule à appliquer. Je l'ai mis sans les indices primes parce que c'est comme ça que vous allez l'avoir dans la feuille de formule. Il s'agit tout simplement ici que de la transformer. Donc, on se place dans le système prime, bien sûr. Donc, on va aller calculer notre vitesse 1 finale. J'ai mis seulement la première des deux équations. Je vais mettre l'autre tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? M1 moins M2. Alors, on va avoir 340 moins 250 sur la somme, comme ceci. On peut toujours les laisser en grammes parce qu'on fait un rapport de masse, donc ça va très bien comme ça. Puis ensuite, notre vitesse initiale de 1 dans le système prime, c'était 8. Donc, voilà, on peut calculer notre première vitesse comme ça. Alors, ça donne 1,22 mètres par seconde. Donc, ça sera la vitesse finale de l'objet 1 dans le système prime. Alors, je viens de faire apparaître ici la deuxième équation telle que vous l'avez dans la feuille de formule. Il s'agit encore une fois d'ajouter des primes. Alors, V2F'. Cette fois-ci, ça va être 2 fois M1, qui était 340, sur la somme des deux encore, fois V1I, donc encore une fois, notre 8. Alors voilà, on peut calculer cette deuxième vitesse-là. Alors ça donne 9,22 mètres par seconde. Alors, c'est nos deux vitesses finales, V1F et V2F. Dernière étape, on revient à notre système de départ. Pour se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire, ici, on avait soustrait V2I. Pour revenir au système de départ, on va ajouter V2I. Donc, en fait, je vais revenir ici. On va dire V1F. Ça va être égal à V1F' plus V2I. Donc, on avait ici 1,22 plus V2I, mais V2I, il se déplaçait vers la gauche, c'était moins 5. Donc, en fait, ça sera moins 5. Alors, 1,22 moins 5, ça donne moins 3,78 mètres par seconde. Ça, c'est V1F. Ensuite, V2F. Donc, ça va être V2F' plus V2I. Donc, on va avoir 9,22 qui est ici à droite, moins 5 encore, ce qui va nous rester 4,22 mètres par seconde. Donc, si on dessinait la situation, ça veut dire que notre chariot de 340, il s'en va vers la gauche maintenant, alors moins 3,78, et notre plus petit chariot, maintenant, il s'en va à 4,22 vers la droite. Donc, est-ce que ça a du sens? Regardons la situation initiale. Les deux se dirigeaient l'un vers l'autre. Lui un peu moins vite, mais il est un peu plus lourd. Donc, disons que c'est relativement semblable. Et ensuite, ça rebondit avec des vitesses, encore une fois, relativement semblables. Donc, grosso modo, ça a du sens.